Ok, dans le premier tuto, nous avons essayé de comprendre, on va dire, la philosophie nodale et procédurale de Houdini. Cette fois, nous allons un peu parler d'un autre élément qui caractérise Houdini également, c'est le côté, on va dire, les différents contextes en fait. Houdini a un certain nombre de contextes et c'est très particulier à Houdini dans aucun autre logiciel 3D que je connaisse. J'ai eu à rencontrer ça et c'est parfois difficile pour les apprenants de comprendre. Mais considérez le contexte un peu comme des chambres, ok, comme des chambres ou bien des pièces dans une maison. Ok, chaque pièce étant spécialisée dans le type d'opération qu'on peut y faire. C'est-à-dire que la cuisine, c'est fait pour la cuisine. La chambre à coucher, c'est pour se coucher, dormir. Euh, les toilettes, c'est pour faire ce qu'on fait dans les toilettes. Et puis, je sais pas trop, la buanderie. Donc, imaginez toutes ces pièces dans une maison. C'est un peu comme ça qu'Houdini fonctionne. Il y a des pièces particulières dans lesquelles on peut faire des choses particulières et dans d'autres on ne peut pas. Donc, vous imaginez par exemple quelqu'un en train de prendre une douche dans la chambre à coucher, ça fait bizarre. Donc, Houdini, c'est un peu comme ça. Donc, il y a différents contextes. Ici, par exemple, nous avons, ça c'est on va dire ça c'est le monde général, ça c'est la scène, hein, comme c'est écrit ici. Ok, ça c'est la scène. Mais nous pouvons entrer dans un contexte qu'on appelle le contexte géométrique ou on va appeler ça aussi les SOPs, c'est-à-dire que les opérateurs de surface SOP, SOPs, vous allez beaucoup voir ça quand vous entrez dans ce monde-là, des SOPs, des SOPs, des SOPs. Les SOPs parlent des géométries, des objets. Ok, donc ici on a mis une boîte, on peut également mettre euh, une, une courbe. Ok, on peut également mettre une courbe. Et puis on dessine la courbe. D'accord. Ça, c'est un objet géométrique également. Euh, même des. En fait, différents types de géométrie. Différents types de géométrie, en sachant qu'Houdini, il y en a beaucoup. Ok, il y a par exemple des polygones, des NURBS, il y a des volumes, il y a des courbes, il y a des métaboles, j'en oublie certainement, hein. J'espère que nous allons en voir. Mais ça, c'est le contexte de géométrie. Donc, le contexte des SOPs qui nous permet de manipuler des objets, comme on a vu dans notre précédent cours, à faire etc., etc., etc. Et puis, à un moment, on peut avoir, disons que j'ai une sphère par exemple, on peut maintenant à un moment donné décider donc de les faire cheminer ensemble. Ok, donc je vais coller ça à ça, à ça. Et puis si je regarde ça, j'ai mes trois objets. Ok, j'ai ma sphère, ok, que je peux déplacer. J'ai ma sphère, j'ai ma courbe, et puis j'ai cet autre objet-là qui vient là. Donc ça, c'est le contexte des SOPs. Ok. Un autre contexte, c'est le contexte des DOPS. Je donne ça dans cet ordre parce que, permettez, hein, je vais réduire ça. Nous allons parler de l'interface beaucoup plus tard. Mais je vais juste essayer de réduire ça pour nous donner un peu de place. Voilà, donc après les SOP, c'est le prochain contexte dans lequel nous passons beaucoup de temps, c'est dans les DOPS. Ok. Donc ça c'est les DOPS, ça c'est le contexte des objets dynamiques. Donc on va créer des objets dans les SOPs, on va les simuler dans le contexte des DOPS. Ok. Donc si on veut prendre un exemple, si on revient ici, je vais essayer de simplifier un peu notre objet. On n'est pas là pour voir des simulations qui durent et qui redurent. Donc on va enlever ça. On va faire semblant d'avoir eu juste une boîte. Ok. Avec un point, un point, un point. Oups, là il était à 4. On va passer à une boîte. Ou bien, ce serait même peut-être plus intéressant une sphère, hein. Peut-être mieux qu'on garde notre sphère et on va la recentrer. 0, 0, 0. Et puis d'une sphère primitive, on va prendre une sphère polygonale. Une sphère polygonale. Je ne veux pas agrandir. Je veux juste augmenter les subdivisions. Voilà.
Donc, nous avons une sphère. Nous avons donc une sphère. Et puis, quand on va venir dans notre contexte des simulations, on va donc prendre les objets qu'on a créés pour faire nos simulations. Ici, je vais aller chercher ma sphère. Ok. Je vais juste cliquer là. On va comprendre tout ça plus tard. Ok. Donc, maintenant, j'ai ma sphère. J'ai apporté cette sphère ici. Pourquoi est-ce qu'il continue à afficher ça? Lui demander. Ah, je crois que c'est parce qu'on n'est pas au frame 0. Voilà, rentrons au frame 0. Parce que c'est en fait au frame 0 que les DOPS créent des objets. Ok. Donc nous allons entrer, nous avons notre sphère. Et puis à notre sphère, donc étant dans le contexte des objets dynamiques, vous remarquerez, hein, je vais vous montrer quelque chose tout de suite. C'est que quand je viens par exemple, je vais changer les positions là, je vais prendre ça, je mets en haut, je prends ça, je mets en bas. Voilà, je fais juste une permutation. Vous remarquerez par exemple que si je fais un tab étant dans le contexte des stops, si j'appuie sur tab sur mon clavier, j'ai un long menu qui ne traite, qui n'a à faire que avec des objets dans ce contexte. Mais si je vais là, ok, et je fais encore la même opération, vous verrez que le menu est complètement différent. Donc chaque contexte a son menu, ok, ses opérations. Un peu comme je prenais l'exemple de la chambre à coucher, c'est que quand vous êtes dans une salle de bain par exemple, vous avez besoin par exemple de prendre une douche. Là où les outils dont vous avez besoin, c'est le savon, c'est l'eau, c'est etc. Si vous êtes dans une salle à manger par exemple, vous n'avez rien à faire avec, je sais pas quoi, peut-être la brosse, vous n'avez rien à faire avec la brosse à dents ou la pâte dentifrice. Là, il vous faut d'autres outils, un plat n'a rien à faire dans la douche. C'est un peu comme ça qu'il faut comprendre. Donc, dans ce contexte, nous avons d'autres objets qui nous permettent de faire donc ce que ce contexte est fait pour faire. Ok. Pardon pour la tautologie, mais ce contexte est fait pour créer, on va dire. Ici, donc, nous allons aller chercher notre objet que nous avons créé dans les SOPs et que nous allons venir maintenant, nous allons ajouter d'autres choses comme un rigid body solver, ajouter la gravité et puis, bon, on peut s'arrêter là. Et puis maintenant, si on va donc faire une simulation, nous voyons donc que notre ballon tombe. Ok. Et ici, on peut décider aussi de déplacer notre objet. Ok. Un peu plus haut. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Voilà. Déplacer notre objet là et nous allons par exemple mettre un ground plane. Un ground plane, c'est quoi? C'est un sol, tout simplement. Ok. Nous allons diminuer, faire un peu de place. Et puis, nous allons ajouter un merge ici. Nous allons ajouter un merge. Nous allons mettre ça avec le ground plane. Et puis, nous allons dire left input affect right. Et nous allons passer. Cet ordre est important. Hein. Je vais vous montrer tout de suite si nous ne changeons pas l'ordre. Si je fais la même simulation, nous allons constater que le ballon passe complètement au travers du sol. Le ballon passe complètement au travers du sol. Okay. Donc, l'ordre est important. L'ordre dit left input affects right, c'est-à-dire les objets à gauche de l'entrée. Comme vous voyez ici, les objets à gauche vont affecter les objets à droite. Donc ici, notre sol n'étant pas à gauche, il ne peut pas affecter notre... Donc, on va changer de position. En faisant ça, on va donc envoyer le sol à gauche. Et puis, nous allons nous assurer que la relation est une relation de collision. Et puis maintenant, si nous faisons ça, nous avons une simulation. On peut rendre ça un peu plus intéressant en donnant une toute petite poussée dans le Z, une toute petite vitesse, on va dire, au ballon. Okay. Maintenant, si nous faisons ça, on voit que était en X, on voit que notre ballon va un peu avancer. On va faire un peu plus fort. Boum, le ballon va un peu avancer avant de commencer à rouler. Voilà, donc nous avons une simulation dans les DOPS. D'accord. Nous avons une simulation dans les DOPS. Et maintenant, avant de faire le rendu, parce que vous remarquerez par exemple que nous ne voyons pas notre DOPS,
nous voyons seulement la sphère initiale qui a été prise pour la simulation, que si nous cachons, et si nous regardons seulement notre DOPS, ok, nous voyons ça. Mais si nous faisons un rendu, nous allons en général, hein, c'est pas que le rendu dure, mais c'est que mplay prend du temps pour se lancer. Mplay qui est on va dire il fait beaucoup, il n'est pas seulement un visualiseur de rendu, mais carrément un outil de création d'images. On peut ouvrir, enregistrer, etc., etc. Je l'utilise pour beaucoup d'autres choses que Houdini seul, parce qu'il existe comme un logiciel à part entière. Donc on peut l'utiliser pour lire également les séquences d'images venant d'autres logiciels. Okay. Donc si nous faisons notre rendu maintenant, nous voyons que nous avons seulement le ballon et nous ne voyons pas du tout le sol. Parce que, en fait, ces objets dans les DOPS ne sont pas faits pour être rendus. L'idée, c'est de simuler dans les DOPS, de ramener dans les SOPS. Ok, si je fais un autre, dépose une autre sphère là, par exemple, ça, je vais supprimer la sphère qui est dedans. Je veux tout simplement utiliser ça pour importer la simulation que on a fait. Ok, et ce node sert à ça. Donc, je vais aller dans le .NET C. Je vais aller dans le .NET C et il me demande quels objets est-ce que tu veux prendre. Je vais lui dire, je vais prendre tous les objets, c'est ce que veut dire l'étoile. Et puis, je vais prendre des objets venant de la simulation. Donc maintenant, nous voyons que nous avons ici tous les objets qui viennent de la simulation. Donc maintenant, si nous refaisons notre rendu, maintenant que mplay s'est déjà lancé une fois, ok, maintenant ça sera beaucoup plus lent. Et si je ne l'avais pas fermé, il aurait été encore beaucoup plus rapide. Voilà. Vous voyez par exemple que maintenant je peux faire mon rendu. Donc je ne vais pas fermer, je vais le mettre à côté. Donc ce que nous constatons, c'est que nous pouvons créer des objets dans les SOPS, simuler dans les DOPS. Ensuite, on doit ramener dans les SOPS pour pouvoir faire le rendu. Maintenant, si vous utilisez les objets, les outils automatiques qui sont donnés ici, en général ça c'est vraiment pour les débutants, certaines de ces opérations pourraient être automatiquement faites pour vous. Ok? Qu'est-ce que je veux dire? Si je supprime par exemple ça, et comme j'ai dit pour les débutants, vous pouvez par exemple créer votre sphère, je crée et je place. Ok? Je peux également faire CTRL-clic simplement et il est placé automatiquement pour moi. Maintenant, si je vais dans les DOPS et je dis que je veux en faire un objet dynamique, voilà ce qu'il a fait pour moi. Ok, n'oubliez pas, je suis au frame 33, il faut être au frame 0 pour commencer une simulation. On peut être dans n'importe quel frame, mais il faut le spécifier ici. Dans quel frame on veut commencer la simulation. Mais par défaut, c'est le premier frame. Donc, et dans les DOPS, il est spécifié que l'objet est créé dans le premier frame. D'accord? Donc, si vous êtes dans le deuxième frame, votre objet ne peut pas être créé. Il faut qu'il soit créé pour être simulé. Maintenant, nous voyons donc que si je fais un rendu, supposons aussi que je crée par exemple un sol. Ok? Je fais CTRL-clic là et je veux en faire un sol. Donc, voici mon sol. Je vais réduire et je vais agrandir. Voilà. Par exemple. Et je vais placer quelque part là. Ok, donc maintenant j'ai un sol, mon sol à moi. Maintenant, si je déplace ma sphère un peu plus haut et je dis à Houdini que ça aussi, je vais cacher la grille. Ok, je vais cacher la grille. Et le sol, je vais agrandir encore un tout petit peu. Agrandir encore un tout petit peu. Non, ça c'est pas un tout petit peu, ça c'est beaucoup. Non, on va faire du 10, on va faire du 1, et on va faire du 10, et on va recentrer. Voilà, on va recentrer dans l'univers 3D.
nous avons notre grille là, caché. Tout à l'heure, vous m'avez vu faire passer en mode wireframe. Ok, je pourrais faire ça. Et je reviens à flat shaded ou flat wireframe shaded. C'est tout comme. Voilà. Donc, je fais le. Maintenant, parce que là, si je fais une simulation, il y a la boule qui passe parce que mon sol ne participe pas à la simulation dynamique. Ok, si je vais dans mon contexte, je ne vois pas du tout mon sol que je viens de placer. Donc, je vais dire à Houdini que ça, c'est un objet statique. D'accord. Et si je viens là-dedans, vous allez remarquer qu'il m'a placé ma boîte. Et puis, il a mis un static solver là-dessus. En appuyant sur L sur le clavier, je peux remettre un peu d'ordre là-dedans. Ok. Donc, maintenant, si je fais ma simulation, j'ai le sol qui fonctionne comme il devrait. Et encore, comme pour tout à l'heure, pour rendre un peu plus intéressant ma sphère, là c'est la sphère. La sphère. Je vais lui ajouter un peu d'accélération ou bien de vitesse en X à 4. Et puis maintenant, si je fais ma simulation, j'ai mon sol qui se comporte normalement comme un sol. D'accord? Et tout ça, pourquoi? C'était pour dire ceci. Maintenant, si je fais un rendu, j'ai pas fermé un play, donc normalement, il devrait me faire mon rendu un peu plus rapidement maintenant. Voilà. Vous voyez maintenant que en utilisant les outils dynamiques, les petits scripts qui sont là, parce que ça en fait des scripts. Ok. On peut voir, on peut voir ce qu'ils contiennent. Voilà, par exemple, import machin, était ça, static object, Voilà un peu ce qui est là-dedans. Ok. Tout comme celui-ci. On peut voir ce qu'il crée. Ok. Il importe ceci, etc. Donc, ça, ce sont des raccourcis, d'accord? Ce sont des raccourcis des mêmes opérations qu'on peut faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, je vais vous montrer quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dû créer la sphère. Et pour faire ma simulation, j'ai dû faire la simulation et ensuite créer un autre objet pour importer la sphère dedans pour pouvoir faire le rendu. Je crois que c'était ce rendu-ci. Voilà. Donc, mais si j'utilise ces outils-là, Houdini fait un ensemble de choses pour moi. Parce que si j'entre dans ma sphère, par exemple, je vois que j'ai créé une sphère, mais tout ça, c'est Houdini qui l'a fait automatiquement pour moi. Donc, voici le même node que j'ai placé tout à l'heure, qui était allé chercher l'objet dans les DOBs et qui avait sélectionné l'objet pour que l'objet soit affiché. Ok. Donc, Houdini a fait ceci pour moi. Et c'est grâce à ceci que je suis capable de faire ce rendu. Il existe aussi un équivalent pour la boîte. Ok. La boîte qui est ceci. Donc, Houdini crée ça. Et puis, c'est grâce à ça maintenant qu'on peut voir et on peut faire un rendu. Donc, vous pouvez utiliser ces outils-là pour le faire vous-même, mais vous constaterez qu'avec du temps, vous serez peut-être plus enclin à aller faire un ensemble de choses manuellement vous-même. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, en allant en partant donc du contexte des dynamiques, on peut aussi aller dans un autre contexte, celui des images ou des COPS. Ok. Et pour chaque contexte, on va dire, pour certains des contextes, pas chaque, il existe un visualiseur. Ok. Par exemple, si je suis en train de travailler dans les COPS, je n'ai pas besoin de la vue 3D. J'ai plutôt besoin d'un composite view. Un composite view qui est celui-ci. D'accord. Donc, ceci me permet donc de voir des objets de mon compositing. Là, par exemple, ma sphère a disparu. Il va falloir que j'aille chercher par la sphère l'image. Je fais une petite pause. Je ne sais pas pourquoi l'image a disparu. Ok, mon objet pour une raison ou une autre ne s'affichait pas. Donc voici par exemple un autre contexte de Houdini qui est les COPS. Ok, on est dans du compositing et on va appeler ça des compositing operators qui va faire COP ou bien COPS. Donc ici on travaille les images. Ok, on est un peu comme dans Nuke ou dans After Effects où on peut importer une séquence d'images. Ok, on peut importer une séquence d'images, faire quelques opérations sur la séquence. Ok, ici j'ai une seule image. Ok,
Donc en faisant ça, on ne verra rien. Mais c'était juste pour vous montrer qu'on peut importer une image ou une séquence d'images. Et puis on peut faire des opérations qu'on connaît. C'est-à-dire que le gamma, par exemple, etc. Et même ici, pour déplacer une image, on a besoin de l'outil de transformation. Ok. Donc, vous voyez la philosophie nodale qui est poussée jusqu'ici. Donc ça, c'est un contexte Houdini. Et ici, comme je dis, si on regarde le menu, par exemple, on a l'ensemble d'opérations qui ont relatif aux images. L'autre contexte, c'est les shops. Ok. Si je rentre dans ma scène, je prends par exemple ma sphère ici. Si je veux lui appliquer un matériau, ok, le matériau s'affichera ici. Je vais dans, on va dire, l'ensemble des matériaux prédéfinis. Je vais prendre, prenons celui-ci. Bien, pour faire intéressant, une chrome. Non, on n'a pas d'environnement, on peut prendre un chrome. Ok, donc on va prendre celui-là. On va tirer et on va affecter à l'objet. Ok. Et on va changer la couleur. On va prendre un rouge. Fermer. Vous voyez que automatiquement Houdini m'a envoyé dans un contexte qu'on appelle les contextes des shaders ou des shops, C-H-O-P, shader operators. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fabrique les matériaux. Oui, dans Houdini, on peut fabriquer ses propres matériaux. Ça a l'air assez compliqué, mais ne vous inquiétez pas, le Mantra Surface Shader, ici, peut servir à beaucoup de vos besoins. Donc, à moins que vous soyez vraiment expert, vous n'aurez jamais besoin d'entrer là-dedans pour créer vos propres shaders. Ok. Mais ici, on peut faire un ensemble de choses. Ok. Qu'on peut faire sur tous les matériaux dans d'autres logiciels 3D. Ok. On peut ajouter de la réflexion. Je crois que ça aiderait de mettre un peu de lumière. On va mettre un Area Light. On va placer dans notre scène. Ok. Et on va regarder au travers de la lampe. Un instant, on va regarder au travers. Et on va verrouiller on va se verrouiller sur la lampe. Et puis on va placer là. Et puis on va revenir. On va déverrouiller et puis on va rentrer. Voilà, donc on a placé notre lampe. On peut le rapprocher. Et maintenant on peut faire un petit rendu. Maintenant que nous avons notre shader operator sur notre objet, ok. Donc automatiquement nous voyons que nous avons une ombre et nous avons la réflexion qui est causée par, si je reviens ici, qui est causée par cette intensité. Ok, donc on peut baisser l'intensité, pardon, et on peut refaire un autre rendu. Voilà. Donc ça c'est les shader operators qui nous permettent de créer les matériaux, de les configurer. Ok. Si nous entrons là-dedans, juste pour quelques minutes, ok, nous voyons ici par exemple que nous prenons les coordonnées UV, les UV, ok, si vous savez ce que c'est, si vous êtes un peu familier à la 3D, vous savez ce que c'est. Ici, nous pouvons appliquer, ici ça c'est les opérations qui appliquent le bump map. Ici, les opérations qui gèrent le côté diffus des couleurs, ok. Donc en fait, tous ces paramètres que nous voyons à l'extérieur ici, tous ces paramètres que nous voyons quand nous sélectionnons le matériau, viennent, je vais agrandir ça, viennent en fait des différents opérateurs qui sont à l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Si je remets ça à sa place et que j'entre là, si nous regardons par exemple, on va prendre la couleur, ok?
Où est-ce qu'il met la couleur? Voilà, ici, le diffuse color. Ça, c'est ce qui gère. Non, je suis. Diffuse, oui. La couleur. Voilà. La couleur de base vient d'ici. OK? Nous voyons par exemple que ce qu'il appelle le base color, ici, il appelle base color. Le label c'est base color, le nom c'est base color. Si nous ressortons ici, nous verrons que, si nous rentrons sur la surface, et si nous allons sur notre diffuse, nous voyons ici use base color, base color. Donc ça c'est en fait cette node, ce node à l'intérieur qui a été exporté vers l'extérieur. La preuve, supposons par exemple que je déconnecte ça, je vais juste déconnecter. Si je ressors, disons, disons que je supprime, ok, je vais revenir, on va être après. Supposons que je supprime, quand je reviens à l'extérieur, je n'ai plus de base color, les paramètres ont disparu et il m'affiche une erreur, ok. Donc la preuve c'est que ça venait de l'intérieur de là-bas, donc je vais faire CTRL Z, et CTRL Z encore, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, voilà. Il a remis en place, where is it? Where mon node? Where mon node? Where is my node? Ouais, il a fait CTRL, et puis il a reposé quelque part là-dedans. Il est quelque part là-dedans. Je peux encore faire notre CTRL Z, CTRL Z, qui me mette ça là où il était, voilà, et qui me fasse la connexion aussi. CTRL Z encore, voilà. Donc, nous voyons donc que tout ce qui se passe à l'intérieur ici, en fait, est exporté à l'extérieur, simplifié, pour pouvoir donner cette interface que nous connaissons. Donc, si, pour une raison ou une autre, vous constatez qu'il y a un matériau qui ne satisfait pas entièrement vos besoins, vous pouvez entrer là-dedans, ajouter ou enlever certaines choses pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc ça, c'est le contexte des shops. Un autre contexte, c'est celui, qu'est-ce que j'ai oublié, des chops. Les chops, oui. On va aller voir les chops. Ici, par exemple. Ça, c'est le contexte des chops. Les chops, c'est quoi? Les chops, c'est en fait des canaux. Donc, dans ce contexte, nous avons aussi besoin d'un visualiseur. Ok, il faut que quand on fait des opérations ici, on voit ce qu'on fait. Donc, on va venir là. Ça, c'est le Motion Effects View qui nous fait voir ce qu'on fait là-dedans. Ici, par exemple, on a créé un noise. On peut également créer un wave, par exemple. Ok. Et puis ici, j'affiche ce qu'il y a dans le wave, c'est ça. Ok. Et ici, on va faire une opération. On va peut-être ajouter les deux. Si je prends un mat, par exemple, je peux ajouter ça à ça. Ok. J'affiche et on obtient le résultat. Ou bien, je vais faire combine chops avec une addition. Et nous voyons que ce résultat, c'est en fait le résultat de ça plus ça. Ok. Ça a l'air compliqué, mais pas tant que ça, parce que je vais vous expliquer un peu. Ok. Allons par exemple à 60. D'accord. Allons par exemple à 60. Ici, nous avons une valeur qui est un tout petit peu supérieure à 0. C'est l'addition. Pourquoi? Si je prends par exemple celui-ci, je vois qu'à 60, il était ici. Ok. Si je prends celui-là, je vois qu'à 60, il était quelque part là. Donc, en faisant l'opération au frame 60 de ça plus ça, j'obtiens ça. Téléphone sonne un instant, s'il vous plaît. Ok, donc si on fait une opération de ça plus ça, on obtient ça. Donc, c'est pas compliqué, c'est juste que il le fait pour beaucoup de frames à la fois. D'accord? Et donc, il y a tellement de choses. Par exemple, bon, pas là, je peux venir, par exemple, je prends ça. Supposons que je trouve qu'il est trop rugueux. Ok?
et que je peux vraiment encore le rendre encore même plus rugueux. Ok. Je peux par exemple décider d'adoucir ça un peu. Et à ça, je vais appliquer un filtre. Ok. Quand je regarde ce que j'ai sur mon filtre, je vois que j'ai, on va dire, adouci les courbes. Ok. Je peux réduire l'effet ou le remonter. Ok. Donc, c'est des opérations. Maintenant, à quoi ça sert ça? Ok. Je peux par exemple d'ici, ça c'est un contexte, un peu comme je partais des DOPS pour les SOPs tout à l'heure. Je peux partir d'ici vers, disons, les SOPs. Ok. Je peux partir d'ici pour les SOPs. C'est-à-dire que si je reviens là, supposons un seul instant, on va enlever notre... bon, je vais créer un autre objet, je vais cacher tout ça. Ok. Et je vais supprimer la lampe. Supposons que je crée un autre objet, sans la grille on a l'air perdu là. Supposons que je crée un autre objet, un tore par exemple, ok, et que je vienne là, et que disons que j'ajoute quelque chose comme... je vais ajouter quoi? Bon, ajoutons un transform, ok, juste pour rendre un peu plus clair. Voilà. Supposons par exemple que je veux faire une animation où mon objet fasse ceci. Ok? Que mon objet fasse cela. D'accord? Ça c'est possible. C'est-à-dire en prenant ça, je peux par exemple décider d'exporter ça. Ok? Je peux exporter ça. Il me demande que je vais exporter où. Je lui dis que je vais exporter à quel node. Je vais aller prendre mon transform. Si je me souviens bien, c'était Torus Transform. Voilà. Je vais prendre mon transform et puis je vais l'appliquer à TY. D'accord? Maintenant, si je viens là et j'affiche ça et que j'ai fait mon export, si je rentre ici, je vais constater quelque chose. Si je fais une animation, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié d'exporter. Voilà. En cliquant ici, je valide l'export. Donc, si maintenant je regarde mon animation, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon animation est en train de faire exactement ça. Ok? Ça veut dire que pour une animation comme celle-ci, on n'a pas besoin de faire de keyframe. Et c'est à ça que sert le côté procédural aussi. Ça veut dire que par exemple, je peux décider d'afficher les deux à la fois. Je vais voir comment je peux faire ça. Si je split ça en deux, ici je vais afficher mon scene view. Ok, je vais afficher mon scene view et je vais m'assurer que aucun ne bouge. Voilà, donc maintenant je peux voir ici ma courbe et mon animation en même temps. Ok, supposons donc que courant de mon animation, je me rends compte que je voulais que mon objet aille un peu plus haut. Ok, je vais tout simplement aller chercher mon chops. N'oubliez pas que je vois ce qui se passe là. Ok, et puis je peux décider de dire que ok, bon, peut-être que j'ai un peu trop filtré. Je vais cibler ça. Je veux lier ça 1 et 1. Voilà. Donc ça, on va expliquer quand on va voir l'interface de Houdini. Ok. Mais sache que ceci permet à ce que cette vue soit toujours synchronisée à celle-ci et celle-ci aussi. Ce qui fait que les trois vont changer ensemble. D'accord? Si je clique ça, les trois changent ensemble. Ok. Si par exemple j'enlève, comme j'ai dit, on va voir ça dans un prochain cours. Voilà. Donc supposons par exemple que je regarde mon truc, je dis ah non, il ne va pas assez haut ou assez etc. Je peux revenir à mon noise et j'ajoute par exemple l'amplitude. Ok. Ouais, par exemple que j'ajoute l'amplitude et cela est automatiquement appliqué. Ok. Et n'oubliez pas qu'après j'applique un filtre. Si je regarde le noise, il est même encore plus rugueux. Si j'ajoute mon filtre, j'ai ça, et c'est ce que mon Tor est en train de faire, et que j'exporte ensuite. N'oublions pas que tout ça est procédural, ok? Ce qui veut dire que
je peux, par exemple, décider que non, que pour une raison ou une autre, je veux voir ce que le noise donne sans le filtre. Ok, je n'ai pas besoin de supprimer ça. Je bypass tout simplement et puis j'obtiens un mouvement vraiment qui reflète exactement ce qui est en train de se passer ici. C'est un peu à ça que servent les chops. Et il y a beaucoup plus. Par exemple, la kinématique inverse. La kinématique inverse de Houdini, par exemple, se fait ici. Ok, on importe les bones, etc., etc. Donc les chops servent à beaucoup plus que à créer des valeurs. Mais même pour ça uniquement, c'est déjà très fort parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, une animation comme celle-ci, sans avoir à aller faire les keyframes nous-mêmes, sans avoir utilisé des expressions. Ok, parce que vous remarquez que là-dedans, je n'ai eu à utiliser aucune expression complexe du tout. J'ai tout simplement dit mon node et la valeur. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, je peux également changer ça en X. Ok. Du coup, il fait ça sur l'axe des X, etc., etc. Donc, voici un contexte. Ensuite, la vidéo elle devient longue. Nous allons aller un peu vite. Ok. Donc, voilà. Donc, je peux supprimer ça. On peut supprimer ça. Et je ferme ça également. Et on revient. J'annule ça. Et on revient à mes objets. Voilà. Et ensuite, l'autre contexte qu'on va voir, c'est aussi on va dire les pops, les particules. Ok. Parce que Houdini, c'est aussi les particules. Et c'est très fort dans les particules. Ok. Donc ici, on va aller dans n'importe quel truc. On va créer un pop network. Ok. Et disons que on va attacher ça à mon pop network. D'accord. Et du coup, on voit que j'ai des particules. Ok. Houdini me crée automatiquement les particules parce que j'ai connecté, voilà. Donc j'ai connecté ça. Et si on entre là-dedans, on va voir qu'il y a un certain nombre de configurations automatiques qui lui demandent, par exemple, de prendre l'objet en entrée qui est connecté à son premier port. Ok. First context. On peut modifier, mais pour le moment, on se contente de ça. Ok. Si je déconnecte ça, je mets au deuxième. Je n'ai pas de simulation. D'accord. Je viens ici et je dis second context. Et puis j'ai ma simulation. Ok. Ça, c'est les particules. Ensuite, on peut ajouter de la gravité. Ok. On peut ajouter de la gravité ensuite. Voilà. Ce qui fait que nos particules vont commencer à tomber. Et puis, on peut prendre notre sol que nous avions créé. N'oublions pas, on peut prendre notre sol. On va supprimer, bon, laissons ça. Pour le moment, on peut prendre notre sol qu'on va utiliser comme objet de collision. Ok. On va entrer là. Et puis, on va créer un objet statique. On va aller le chercher. Object Path. Box. Voilà, je crois que c'était bien ça. Et puis on va merge. On va merge quelque part ici. Left object affects right. N'oublions pas de changer l'ordre. Voilà. Et puis si on regarde maintenant, on aura je vais juste m'assurer que j'ai bien référencé mon objet. Oups, désolé. J'aurais dû prendre ça plus tôt. Je vais couper ici. Je vais coller ici. D'accord. Et je vais déplacer un tout petit peu. Oh boy. Je vais déplacer un tout petit peu vers le bas. Il va falloir que je revienne, que j'aille là et que je le déplace un tout petit peu en bas. Voilà, je le déplace là. Et je rentre là où j'étais. Et je dis Use Object Transform. Et il utilise la transformation de mon objet. Et maintenant, si je fais... on était là, jusqu'à la gravité. On a maintenant la collision avec le sol. Ok. Et pour le moment, il y a une collision vraiment, perpendiculaire
ou bien parallèle à la venue. C'est pour ça que on va voir les particules qui rentrent presque dans la même direction d'où il venait. On va ajouter un peu de noise. Non, on va ajouter un peu de... Oups, si je peux épeler. On va ajouter du pop noise. Where is it? Pop. On va ajouter un peu de vent. Ok? On va ajouter un peu de pop wind. Et le vent, on va souffler dans quelle direction? On va ajouter un peu d'amplitude. Et puis voilà. Donc ici, nous avons un peu ce qui ressemblerait à une simulation de particules. D'accord? Donc ça, c'est le contexte des pops. Et après, les particules vont tomber. Ça, c'est le contexte des pops. Et puis, bien sûr, comme dans tout autre, n'oublions pas que ça, c'est un contexte dynamique. D'accord? C'est un contexte dynamique. Et pourquoi jusqu'en la version, je crois, 14 ou 13 de Houdini, nous avions un ancien contexte des pop, que vous voyez ici, qui fonctionnait, qui était indépendant, ok, du contexte dynamique. Comme vous voyez là, nous avons dynamique. Si nous entrons ici, ok, nous voyons particules. Ça, c'était un contexte exclusivement réservé aux particules. Mais depuis la version 14 de Houdini, ou la version 13, pardon, les deux ont été mélangés. Comme ça, les particules peuvent interagir avec tous les objets dynamiques de la scène. Parce qu'avant, il aurait fallu créer un source, par exemple, et dire la même chose, first context, ok, et ici, ça c'est, je dois devoir déconnecter ça, voilà. Donc, si j'affiche ça, ça c'était, on va dire les anciens, l'ancienne façon que Houdini gérait les particules, ok. Avant ça, ensuite, nous pouvons ajouter une force de moins 9,8, ok, qui est l'équivalent de la force gravitationnelle, et nous avions des particules qui tombaient là. Et bien sûr, ici, nous pouvions ajouter un curl noise, par exemple, pour obtenir quelque chose comme ça. Bon, maintenant, supposons qu'on diminue un peu, on fait -1, ou bien on pousse nos particules plutôt vers le haut, avec une force de 2, on avait ça. Ok. Donc ça, c'est un peu l'ancienne façon des pops, l'ancienne façon que Houdini gérait les pops. Mais la nouvelle façon, elle est là, et l'ancienne node est là. Si vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça. Mais ça, c'est beaucoup plus puissant parce que, comme j'ai dit, il te permet d'avoir une interaction avec tous les autres objets. Et pour faire court, le dernier, peut-être pas le dernier, hein, mais nous allons nous arrêter là. Nous allons voir les VOPs. Les VOPs, c'est le contexte, un autre contexte qui, cette fois, nous permet de faire des opérations sur les points, parce que là, nous sommes dans le, nous avons pris quoi? Points. Si nous prenons le point VOPs, qui n'est pas différent de celui-ci, ok? Mais si nous entrons là-dedans, nous avons la possibilité de faire d'autres opérations. Je vais juste faire quelque chose rapidement. Je vais prendre un noise, un turbulent noise, que je vais connecter à la position de mes particules, et je vais ressortir ça sur la position. Mes particules, mes points complètement presque disparus, ou ont disparu, mais les points sont là. Je vais prendre un add, que je vais ajouter à ça. Je vais ajouter, je vais avoir un 3D noise, que je vais ajouter à ça. Ok, je vais remettre là. Donc nous voyons un peu, ça c'est le contexte des attributs de VOPs. Celui-ci en particulier opère sur les points. Nous pouvons aussi avoir les primitive VOPs qui opèrent sur les primitives, d'accord. Mais tout ça en fait, comme vous remarquerez en regardant ici, c'est la même chose, ok, sauf qu'ici par défaut on vous donne
les primitives. Ça, c'est le primitive ops. On peut chercher les primitive numbers, ok, les numéros des primitives. Et ici également, ok. On peut également prendre les numéros des primitives. Donc tout ça agit, on va dire, soit sur les primitives, sur des attributs, ou sur des positions, ou sur des points, pardon. Donc, on va s'arrêter là. La vidéo est vraiment longue, 45 minutes déjà. Donc, nous voyons un peu, et puis juste pour faire intéressant, ok. Pour faire intéressant, si nous sortons ici, ok, en regardant notre attribute VOPS, nous remarquerons que nous n'avons pas de paramètres qui nous permettent de contrôler notre simulation ici, ou bien nos modifications. Donc si nous venons là par exemple, nous pouvons faire, en utilisant le bouton du milieu, nous pouvons dire Promote Parameter. Ok. Du coup, si on ressort, nous avons ici notre fréquence. Ok. Nous pouvons entrer là et promote également le offset. Ok. Donc si on ressort, on a notre offset. Et maintenant, en mettant une expression comme $ff sur x par exemple, nous pouvons obtenir quelque chose comme ça. On va multiplier ça peut-être par dixième. Voilà, on obtient ça. Donc, c'est un peu ça les différents contextes d'Houdini. Je sais que le cours a été long, mais c'est très important parce que ça, c'est vraiment le cœur, les différents contextes. Ça, c'est le cœur de Houdini. Et en sachant comment se déplacer dans différents contextes pour chaque opération, on peut avoir des résultats qu'on souhaite. Donc, à nous voir dans le prochain cours et désolé pour les 45 minutes.